Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. Me voici de retour dans ma campagne. Ce court séjour à Nantes m'a reboosté, encore plus motivée à continuer de faire ce podcast. Grâce à Léo et Lia, de plus en plus de personnes sont passées sur mon compte Insta. Je ne cours pas après les abonnés ni les vues, mais ça fait tout drôle de dépasser les 500 vues pour un réel sur Instagram. Je crois que j'aimerais bien faire d'autres séjours dans d'autres grandes villes ou réessayer les enregistrements à distance. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui accepteraient de parler de leur histoire queer positive. Non ? Et toi, ça te dit ? Si oui, envoie-moi un message sur Instagram ou par mail. Petite présentation. Je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique, handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Etc, etc. et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré mon invitée du jour lors d'une conviviale de notre asso LGBT. Elle est arrivée avec un maquillage incroyable, j'étais hébétée. On s'est retrouvés plusieurs fois, à la Pride aussi, et elle me semblait bien queer a priori. Lors de nos échanges, elle m'a dit être en questionnement et elle a accepté de partager ça podcastement. Aujourd'hui encore, elle est très jolie. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir. C'est trop bien. Amélie, du coup, quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît ? Je m'appelle Amélie et mes pronoms, elle. Super. Alors, donc on est bien sur un épisode un peu spécial, comme disent les gens. Ma première question, où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Du coup, je dirais que je suis en fin de questionnement, Okay. Fin de coming in. Il n'est pas tout à fait terminé, mais bien avancé, quant à ma pansexualité et ma demisexualité. Ok. T'es une copine de pan demi. C'est ça. Trop bien. Ok. Et surtout, on n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne ? Je me définirais comme une femme grosse. J'ai 25 ans. Je me définirais comme une personne artistique. Je fais différents types d'art. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, plus tard dans le podcast. Ouais. Aussi une personne qui a des valeurs fortes depuis l'enfance, de lutte contre les discriminations, d'acceptation des différences. Je pense que nos différences, c'est ce qui font la richesse de l'humanité, qu'on apprend les uns les unes des autres. Et c'est ça qui est riche, c'est justement parce que l'autre est différent. Je m'enrichis de son expérience, de son histoire, de sa façon d'être. Ouais. Et c'est ça qui est beau, en fait. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées ? Je travaille dans une ressourcerie dans la petite ville à côté de chez moi. Okay. Et du coup, je reçois les objets qui ont été jetés. Je les trie. On a du linge, des jouets, des jeux de société, de la vaisselle, de la décoration. Trop bien. Voilà. Et du coup, on nettoie, on étiquette. Après, on met en magasin. Et du coup, il y a la caisse aussi. Et donc voilà, ça permet de donner une seconde vie aux objets, donc ça a du sens aussi carrément écologiquement. Ouais, ça fait partie de tes valeurs aussi, ça. Ouais. J'aime bien cet endroit-là. Je suis déjà allée plusieurs fois dans les deux sens, à donner et puis à acheter. Et vraiment, j'aime trop cet endroit. C'est juste, quand tu allais y travailler, tu sortais d'entretien d'embauche, un truc comme ça, et je te disais, moi, quand j'y vais, ça pue la poussière. Ah, et du coup, ça va la poussière ? C'est vrai qu'il ne faut pas être allergique à la poussière. C'est ça. C'est clair, surtout à l'atelier où du coup on reçoit des objets et des fois il y en a tellement qu'en fait il y en a qui s'entassent un peu au fond dans les cartons. Okay. C'est sûr qu'il ne faut pas être allergique à la poussière pour travailler là-bas, ouais. mais ça va, on s'habitue un peu je dirais à l'odeur. Et t'as des protections du coup, t'as un masque ou quelque chose ? Non, si je voulais je pourrais en prendre un, mais en tout cas on a des gants. Ouais. Moi je préfère porter les gants vu que des fois il y a des trucs un peu sales quand même. Mais voilà. Ça m'a fait halluciner le nombre de pots pour les enfants qu'il y a. Ah ouais ? Ouais, la dernière fois que je suis allée, il y en avait genre 10. J'étais mais ça va, enfin, c'est bon. Beaucoup de pots et de poussettes aussi, il y en avait vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai.
Mais il y a plein de livres. Ça, c'est vraiment super chouette. À chaque fois, des gens achetaient plein de livres et tout. C'est trop cool. Nous, on aime bien acheter des paniers quand on va là-bas. Ah, on a un choix à panier aussi. Ouais, plein de paniers et tout. Qu'est-ce que j'ai ? Je prends plein de pots de fleurs aussi. Les pots de fleurs, ils sont vraiment pas chers et c'est trop cool. J'ai acheté trop de trucs là-bas. J'aime trop. Et j'ai donné aussi plein de trucs. Et du coup, ça... Sinon, pour m'occuper, voir mes amis, forcément, on pourra en reparler. J'ai aussi repris le dessin, enfin, après une période de pause où je dessinais plus trop. Donc, je suis super contente de ça. Et je tiens aussi à un carnet souvenir. C'est une amie qui m'a parlé de cette idée. Elle, ça fait des années qu'elle le fait. Et en gros, elle a un carnet et chaque chose qu'elle fait, par exemple, quand elle voit une amie ou qu'elle va à une expo, à un musée ou voir un film, elle prend des photos et après, elle les imprime et en fait, elle marque la date et elle fait un espèce de scrapbooking en fait, en mettant aussi un petit peu ses sentiments et ses émotions de ce jour-là. Trop bien. Et je trouvais ça trop chouette parce que souvent, on fait plein de choses et on oublie après les moments qu'on a passés. Et aussi là où tout est dématérialisé, le fait d'avoir... des photos dans un carnet, de pouvoir s'y référer et voir les super moments qu'on a pu passer avec nos amis, je trouve ça trop chouette. Grave. Vraiment un carnet positif avec plein de choses. J'adore. T'as commencé ça du coup ? Ouais, en début d'année. Trop bien. Du coup, ça fait partie de tes passions. C'est ma prochaine question. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Oui, ça fait partie de mes passions de choisir les photos que je vais sélectionner. Je fais aussi de la calligraphie pour... la date, j'aime beaucoup la calligraphie, surtout gothique. Trop bien. Et après, du coup, faire des petits dessins, du collage et tout ça, j'aime bien. Et du coup, oui, pas mal d'activités créatives. Je faisais du théâtre avant. Là, j'arrête cette année pour me concentrer plus sur le volet pro. Mais je pense que je reprendrai un jour parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, du coup, je parlais du dessin tout à l'heure. Et pour moi, c'est vraiment à la fois un moyen d'expression, aussi de voyager, de m'évader dans un autre monde, vu que je fais surtout des personnages, des créatures un peu elfiques, vraiment dans la vibe fantastique. Et à la fois de transmettre des valeurs, transmettre un message. Et puis je kiffe dessiner, donc forcément c'est tout bénef. Trop bien. Et aujourd'hui tu as des magnifiques oreilles d'elfe. Oui. Elles sont trop belles. Merci. Tu les as achetées où ? C'est une créatrice que j'ai prise sur Etsy. Voilà. Si tu peux retrouver le nom, je veux bien le mettre en description après. Je te donnerai ça. Trop bien. Du coup, j'ai un compte Insta qui s'appelle _Lumilus, LUMI2LUS pour Lumineuse Illustration. Et l'idée, c'est vraiment de faire des personnages qui montrent complètement qui ils sont, qui rayonnent vraiment leur lumière, leur authenticité, ce qui les rend uniques. J'aime beaucoup faire ça. Aussi pour les messages que ça porte derrière, de la diversité, de la manière d'être humaine ou du coup elfique des créatures. Voilà, mais toujours dans l'idée de diversité. Et c'est aussi un peu mon petit militantisme à moi de passer par la joie et par la créativité pour représenter justement toute cette diversité de façon d'être. Trop bien. Et puis après, du coup, y a le maquillage, du coup, comme on en parlait, et le style vestimentaire, les bijoux. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément de joie, qui me rend très euphorique. Quand je mets une super robe que j'adore et que je me fais un maquillage super coloré, qui sort un peu des normes, parce que c'est pas forcément des maquillages qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je kiffe trop. Vraiment, ça m'apporte tellement de joie le matin. Et en fait, c'est super empouvoirant. De pas se poser les limites de je sais que c'est en dehors de la norme ma manière d'exprimer mon style, mais c'est vraiment ce qui me rend super joyeuse et qui me donne méga confiance en moi quand je le fais. Et du coup je m'offre la possibilité d'être complètement moi en me disant y a des gens qui vont sûrement trouver ça un peu bizarre, mais tant pis parce que moi je kiffe comme ça. Ouais, et puis ça te va bien, quoi. Tu portes ça fièrement et tout. Enfin, vraiment, t'as pas de... Je ressens pas de... Oh, j'ai osé, tu vois. Non, il n'y a pas de... J'ai osé. Je suis comme ça, un point, c'est tout, en fait. Oui, au début, je pense que c'était un peu plus compliqué. Du coup, forcément, quand on expérimente des nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, en fait, l'euphorie et l'excitation que ça m'apportait et la joie, en fait, ça a largement dépassé le regard des autres. Et comment ça s'appelle le maquillage que tu fais ? J'en ai aucune idée. Ok, tu suis parce que c'est vraiment très joli. Il y a des lignes graphiques en fait qui sont pas continues. Et je l'ai déjà vu sur des make-up artistes et tout, mais j'arrive plus à retrouver le nom. C'est des lignes graphiques, quoi. Ouais, je pense que la plupart appellent ça comme ça, oui. Des lignes graphiques. Mais c'est trop beau. Et tu utilises quoi toi pour faire ça ? Là pour le moment c'est des cols en gros, les pinceaux, les crayons pour mettre à l'intérieur de la muqueuse normalement.
Mais du coup, c'est super facile d'en faire parce que vu que c'est gras, en fait, tu peux très rapidement refaire ton trait pour qu'il soit bien pointu ou plus comme ci ou plus comme ça. Donc pour le moment, c'est la parade que j'ai trouvée. Mais des couleurs, j'ai jamais vu du col rose ou violet comme ça aujourd'hui, quoi. Ceux-là, je les avais trouvés, je sais pas si on peut dire des marques. Bien sûr. Je l'avais trouvé à Action, en fait, par hasard. Et ils font souvent des cols de plein de couleurs différentes. Ok, et trop bien. À la fois, c'est pas cher et voilà. Bah ouais, trop bien. Et du coup, donc à la fois, ça m'apporte beaucoup de joie de faire ça. Et aussi, je me dis, c'est aussi un peu un mini combat militant du fait de me présenter authentiquement au monde. Je me dis, il y a des personnes qui vont voir ça et qui vont se dire, ah, mais si elle ose, pourquoi pas moi ? Aussi dans cette idée de représentativité et vraiment d'offrir de par le fait que je laisse rayonner ma lumière, ma sincérité. Enfin, moi, j'appelle ça ma lumière, mais c'est vraiment quand on est authentique à qui on est. En fait, ça rayonne aussi sur les autres qui se disent, mais moi aussi, je peux oser, moi aussi. Et si ce truc que j'ose pas porter, mais que je trouve trop chouette, finalement, la prochaine fois, je le mettais parce qu'il n'y a pas de règles. Enfin, tout ça, c'est une construction sociale, toutes ces normes et tout ça, donc on s'en fiche. Mais carrément. En fait. Mais c'est vrai que quand je me maquille pour aller au convivial, je pense à toi. Et je me dis justement ça. Je me dis, peut-être que je serai avec Amélie aussi. Et moi, je mets toujours des paillettes. C'est comme ça. J'aime sortir avec des paillettes. C'est trop joli, les paillettes. Mais ouais, puis là, j'ai investi dans plein de Sicile à paillettes. Alors, du coup, je suis trop contente. J'en ai aussi. Incroyable. Et du coup, je me dis, c'est trop bien parce que je sais que tu seras potentiellement là. Et, comme ça me touche beaucoup. Oh. Ça me fait trop plaisir. En plus, à chaque fois, tes maquillages, ils sont trop jolis. De toute façon, les paillettes, waouh, j'adore. C'est gentil. On a une autre copine de l'asso qui nous dit, mais moi aussi, j'aimerais bien venir maquiller comme vous, là, comme Lisa, et même avec votre enfant des fois et tout. Mais je trouve pas l'énergie ou le temps et tout. Mais c'est vraiment parce que c'est un plaisir, en fait. C'est un plaisir de le faire. Donc forcément, si tu trouves pas de plaisir à le faire, ça le fait pas, quoi. Ah, c'est ça, exactement. Bah ouais. Et du coup, dans le même esprit, du côté de la représentativité et tout ça, pour des personnes peut-être qui voudraient passer le pas, justement, comme ton amie, mais qu'osent pas forcément, je sais que... Alors, moi, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, du coup, par lesquels c'est passé, où avoir, justement, la représentativité de personnes qui ont des styles super affirmés, mais alternatifs, et des maquillages extravagants, mais trop jolis, je me suis dit, au fait, toutes ces personnes, elles osent, et justement, j'ai fini par oser moi-même. Et donc, il y a aussi vraiment le pouvoir. Bon, les réseaux sociaux, il y a forcément le côté négatif aussi. Mais il y a tout ce côté positif aussi de toute la créativité qu'il peut y avoir, justement, toutes les personnes qui font du maquillage incroyable dont tu parlais tout à l'heure. Et il y a aussi la représentativité. Par exemple, moi, je garde mes poils aux jambes et aux aisselles. Et il y a aussi ce truc-là de se dire, mais en fait, je vois des personnes qui osent, moi aussi, je vais passer le pas. Parce que là encore, c'est qu'une construction sociale complètement arbitraire et patriarcale. Complètement. Et du coup, non, en fait, moi, je suis pas d'accord et je vais oser m'inscrire en dehors de cette norme. Et je me dis, ça peut aussi... des personnes qui vont voir ça et qui vont se dire, ah, mais ouais, en fait, c'est vrai que c'est débile quand on y pense. Pourquoi les poils des personnes assignées femmes seraient plus dégueux que ceux des personnes assignées hommes ? Ça n'a aucun sens. Moi aussi, je vais arrêter, en fait, parce que... c'est chiant de s'épiler, c'est chiant de se raser et ça me va d'avoir mes poils et de les garder. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je fais la même chose que toi. Et vraiment, on peut clapper. C'est bon, ça s'entend ça s'entend dans les micros. Mais du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça a commencé par une démarche aussi de... On partait en vacances avec une partie de la famille qu'on voit rarement, tu vois. Et vraiment rarement. Et j'avais donc mes neveux et nièces qui sont... des enfants /ados, tu vois. Et je me disais, est-ce que eux, ils ont de la représentation de femmes poilues ? Et je me posais la question que peut-être pas, tu vois. Et je me dis, là, je sais qu'ils vont me voir en maillot de bain. Et je vais y aller vraiment, tu vois. Et puis je vais en profiter, je vais mettre les bras en l'air pour que ça se voit vraiment et tout. Et comme ça, je sais que ces neveux et nièces-là, ils pourront venir me voir s'ils ont besoin. Et ils auront vu ça une fois dans leur vie, au moins, tu vois. Ouais, c'est tellement important. Ouais. Et je vais vous faire la tati cool. Trop chouette, ça. Je sais pas si vous m'écoutez, mais si vous m'écoutez, je vous fais des gros bisous. Voilà, je couperai s'il faut, mais bisous Estelle, bisous Timothy, bisous Lucas. Et vive les poils. Carrément, vive les poils. Et
du coup, pour continuer sur la représentativité, je pense que tu sais ce que c'est, mais en tant que femme grosse aussi, c'est compliqué des fois de oser porter des vêtements quand la plupart du temps, ce genre de coupe ou ce genre de style, on le voit que sur des corps minces. Oui. Et du coup, de se dire comment ça va rendre sur moi, est-ce que je vais oser, est-ce que je vais aimer. Et ça, c'est aussi énorme au niveau de la représentativité sur les réseaux. Ces dernières années, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être dans une époque où on peut avoir plein de corps super différents. Et aussi de se dire, ah, mais ce corps-là, il ressemble au mien. Et sur elle, c'est trop joli, mais ça veut dire que sur moi, ça irait aussi. Et en fait, il faut que je trouve aussi mon corps beau parce qu'il est beau comme il est. Et c'est super empouvoirant, j'adore. Carrément. Et c'est un vrai cheminement. C'est un vrai cheminement et je te remercie d'en parler, carrément. C'est trop cool. J'en ai parlé sur un autre épisode, mais j'ai tricks mon cerveau où j'ai suivi plein de personnes grosses sur Insta que je trouve belles, tu vois, pour aussi accepter mon corps qui change et qui grossit en permanence et tout. Et du coup, j'arrive pas à... j'ai eu beaucoup de temps à me trouver belle, tu vois. Je me trouve pas belle tous les jours, mais j'arrive à me trouver belle quand justement je mets un vêtement qui me plaît ou du maquillage qui me plaît. Là, ça va, tu vois. J'ai du mal à trouver sur les réseaux des corps qui me représentent exactement. Parce que j'arrive pas à trouver... j'ai l'impression de pas... déjà que mon poids ne reflète pas exactement ma silhouette. Et en plus, j'ai une silhouette que je trouve pourtant plutôt commune pour une personne grosse. Mais en même temps... j'arrive pas à me voir quand je me vois en photo et quand je me vois dans le miroir, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Ah, ça me fait ça aussi. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre, hein. Peut-être, je crois que c'est un nom, c'est la dysmorphophobie, je crois. Ok. Où en gros, quand on se regarde dans le miroir, on se voit pas comme on est en vrai. Et du coup, quand on voit les photos, où c'est plus proche du coup de comment les autres nous voient, en tout cas, du coup, on se dit, elle est pas comme ça, ma silhouette. Parce que dans le miroir, elle est pas comme ça. Et je crois que c'est un truc dans le cerveau. Mais c'est vrai que ça fait super bizarre. Ouais, ça fait super bizarre. Je vais me renseigner là-dessus, carrément. Puis j'écoute un podcast aussi, je l'ai fini maintenant, qui s'appelle Matière Grasse. Je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas. C'est vraiment trop bien. Il y a notamment Daria Marx dedans, que j'adore. Et c'est un podcast trop cool, justement. Où on parle de grossophobie et de personnes grosses et de validisme. Et comment, notamment, un épisode sur la mode et les vêtements, en fait... c'est très difficile de trouver des vêtements quand tu passes une certaine taille. Et en fait, il y a aussi la question de thunes. C'est qu'il n'y a pas de magasin qui se lance là-dedans. Alors que, en fait, on a potentiellement de la thune pour aller s'acheter des vêtements. On n'a pas d'antenne pour y aller, en fait. Donc, que quelqu'un avec une marque cool se lance et puis on y va. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Et ça, c'est un énorme sujet. Moi qui m'intéresse beaucoup à la seconde main et justement comment faire pour réduire aussi son empreinte écologique. Bien sûr. Carbone. En fait, à chaque fois, les gens, ils parlent de friperie, ils parlent de ci, de ça. Exact. Et je suis en mode, vous êtes mignons, mais en fait, les personnes grosses, elles font comment ? Exact. Parce que déjà, dans les magasins mainstream, il n'y a pas. En fait, ça s'arrête au 46 si on a de la chance, mais la plupart du temps, c'est 44, voire 42 dans certaines boutiques. Carrément. Donc, ok, merci. Et du coup, ce qui se retrouve en friperie, en fait, c'est jamais à notre taille. Ou alors, ça va être pris par des personnes, des fois, qui font du oversize et tout ça. Voilà. Et du coup, il nous reste rien. Et du coup, comment on fait ? Parce qu'après, j'essaye de faire gaffe où je commande et de pas prendre sur des gros trucs comme Shein et tout. Mais en fait, qui nous offre la possibilité de faire autrement en tant que personne grosse ? C'est ça. Comment on fait à part commander sur Internet ? Et pas payer une blinde aussi, parce que souvent, après, il y a des trucs éthiques, mais c'est qu'il faut avoir les moyens. Une personne précaire ne peut pas faire ça. Bien sûr. Et on est gros, il faut bien qu'on s'habille. Donc, c'est ça, comment on va sortir à poil dans la rue et puis on va pas se mettre une couverture, quoi. Enfin, ça va bien, quoi. Moi, je m'habille en général chez Decathlon, tu vois. Ah. Et en fait, ça a aussi son prix. Mais je sais que les vêtements durent plus longtemps. Et tu vois, je vais prendre des t-shirts très basiques et je vais coudre des trucs dessus. Tu vois, là, j'en ai un où j'ai mis un c'est patch. toi qui as rajouté ? Ouais, j'ai rajouté Girl Power dessus. Il y en a d'autres où je brode des messages. Là, le dernier, c'était sous les paillettes la rage ou des trucs comme ça, des Girl Power, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est ma façon de faire de la broderie parce que j'aime bien. Petits travaux manuels, toujours. Il faut que j'occupe mes mains tout le temps. Et en même temps, de trouver des vêtements qui me vont. Mais vas-y, Decathlon, c'est pas non plus la folie en termes de couleurs et de motifs. Et, non. c'est trop galère. Et dans les magasins, il n'y a pas, en plus. Donc, il faut se fier aux commandes en espérant que la taille soit bonne, quoi. Oui, c'est ça. C'est l'enfer. C'est une galère. Ouais, je vais à Decathlon et tu vois, les culottes, notamment, je vais chez Kiabi. Parce que je sais qu'elles tiennent bien aussi le temps. Je peux les raccommoder s'il y a un souci.
Et puis je sais qu'elle taille bien pour moi, quoi. Mais une fois qu'on trouve un truc, malheureusement, je reste, quoi. Et c'est ça aussi la problématique, c'est que, ok, on est grosse. Est-ce qu'on est grosse de la même façon? Est-ce qu'on grossit? Est-ce qu'on se fait avoir par les régimes yo-yo? Voilà. Et du coup, ça veut dire aussi changer le garde-robe, racheter des vêtements. Et ça coûte une blinde, comme tu dis. Oui. Et même, tu parlais de, par exemple, Kiabi ou Gémeaux. Ouais. Le truc, c'est qu'ils ont genre 2 rangées qui se battent en duel, quoi. C'est ça. Les autres, ils ont plein de choix, plein de couleurs. Nous, on a du beige, du noir, du gris, souvent, la plupart du temps. Et puis, t'as vraiment genre 2 rangées de vêtements et t'es en mode, ok, j'ai le choix, quoi. C'est ça. Et puis, on est cloîtrés dans un rayon. En fait, c'est grande taille et maternité, si mère, tu vois. Oui, voilà. C'est ça, exactement. J'ai vu que CA avait mis des vêtements à augmenter les tailles sur les mêmes portants. Donc là, ça va, il y a un petit peu plus de choix. Mais encore une fois, c'est du fast fashion, CA aussi, quoi. Ouais. Donc c'est une vraie problématique. Hein. Si vous avez des idées, envoyez-moi des messages. Sinon, il y a une marque chouette, je me souviens plus dans quel pays ils sont implantés, mais c'est Snag Tight. Oui. Qui font à la fois des collants, un tout petit peu de vêtements, pas tant que ça, mais quand même, un peu de culottes, un peu de tout. Ouais. Et au niveau taille, il y a vraiment beaucoup de choix. Je vais aller regarder ça. Donc, une petite reco. Merci. Donc, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de réussir à trouver un corps qui nous ressemble. Oui. Et c'est vrai que des fois, du coup, dans le mouvement body positive ou body neutrality, ça s'arrête aussi à une certaine taille. Ouais. Enfin, des fois, il y a des personnes grosses, oui, mais pas grosse. Ouais. Et ça, c'est chiant. Parce qu'en fait, là encore, au sein même de ce mouvement-là, ça va être des fois des personnes qui sont comme la mannequin, là, Ashley Graham, qui est considérée comme grande taille, mais elle fait quoi, genre du 48 ? Ouais, c'est ça. Et t'es là, ok, mais il y a d'autres façons d'être grosse, quoi. C'est ça, par exemple, Barbara Butch, elle est pas en 48, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Et on adore, bisous Barbara, si passe par là un moment, mais... j'adore Barbara Butch. Mais ce genre de corps, il n'est pas assez représenté. Non, et puis en plus, elle a la chance d'avoir des vêtements qui sont faits pour elle, par des créateurs et tout ça. Donc, trop bien, j'adore ce qu'elle porte, mais je veux la même. Je peux pas. Bah oui. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon, il y a aussi Tessa Holidays. Je sais pas si tu la connais. Je connais pas. C'est une mannequin grande taille qui a à peu près la carrure de Barbara Butch. Enfin, je sais pas exactement. Okay. Je te dis de mémoire. Okay. Mais pour le coup, elle est mannequin aussi. Donc, c'est pas ce qu'elle porte, c'est pas des choses qu'on peut se payer non plus. Oui. Mais ça peut aider aussi de voir des corps qui nous ressemblent davantage, quoi. Ouais, carrément. Trop bien. Merci. En plus, elle a des tatouages trop beaux. Tessa Holidays, je vais aller voir ça. Ok. C'est vrai que le fait de se voir différent dans le miroir et en photo, des fois, c'est dur. Parce que des fois, je sais que moi, ma réflexion dans le miroir, je l'accepte et je la trouve belle. Et quand je me vois en photo, je me trouve trop moche, du coup, parce que je vois ce décalage-là. Oui, c'est la même chose. Et du coup, je sais pas s'il y a un moyen de changer ça, de réussir à se voir pareil à la fois dans le miroir et en photo. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, tu as l'impression d'avoir complètement avancé et du coup, de trouver ton corps beau enfin, après tout ce travail sur toi, ces années à essayer, en vain d'essayer de s'aimer. Et après, tu te vois en photo et tu es là. Ah. Bon, il y a un peu de chemin encore. Ouais, j'en parlerai à ma psy tout à l'heure. Ouais, carrément. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de tatouage aussi. Ça joue aussi beaucoup. En fait, se réapproprier son corps avec ses cicatrices, ses tatouages, quoi. Oui. Moi, j'ai un nouveau tatouage sur le bras et c'est... oui, attends, je te montre. Ah waouh! Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et je me suis dit, tiens, elle l'avait avant ou pas? Je me souviens plus. Il est vraiment récent. Il est trop joli. C'est un gros tatouage. Alors, il a une histoire. C'est un chat, Narval Phoenix. J'ai profité de mon déplacement à Nantes pour faire ce tatouage. Et du coup, c'est avec Roux Bignol. Merci à elle pour ce super tatouage de chat Narval Phoenix. Et en fait, voilà, c'est un chat avec une corne au milieu du front et puis une queue en flamme avec sur des tons roses et rouges et orange, avec un maquillage sur les yeux aussi. Et pareil, il est très empouvoirant en fait. Oui. Parce que là, j'ai envie de mettre des manches courtes, j'ai envie qu'on le voit. Je l'ai vraiment fait. Il fait tout mon avant-bras, hein, clairement. Et ouais, je l'adore, quoi. Et il symbolise vraiment ce que je voulais y mettre, ou en gros, voilà, de chat, de douceur,
de chat, de douceur. Il a un regard très perçant, on voit qu'il réfléchit, et en même temps, c'est pas du jugement. Il va analyser ce qui se passe, mais sans juger, avec cette corne où effectivement, c'est pas une corne de licorne. Et en fait, là-dessus, c'est la réflexion sur la vérité, où en fait, la légende de la licorne a été créée grâce à la dent du narval. En fait, on a pris une dent de narval et c'est comme ça que ça a été passé on a créé la légende, le mythe de la licorne, en fait. Et la queue du phénix pour symboliser la Renaissance, où vraiment c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et j'arrivais pas à trouver un modèle de phénix qui soit pas trop cringe, pas trop voilà. Et là, en fait, les trois mêlés, en échangeant avec Roubignol, on a réussi à trouver ce modèle-là. Et vraiment, c'est incroyable. Il faudrait que je repasse à Nantes pour lui montrer. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Il est trop joli, les couleurs sont magnifiques. Merci, c'est gentil. Et c'est vrai que c'est une artiste incroyable. Et je l'ai choisie aussi quand j'ai organisé mon déplacement pour... elle a participé à un tattoo flash day à l'association Nozig, qui est l'association LGBT de Nantes. Et en fait, ça m'a rassurée en me disant que c'était une artiste safe. Oui. En fait, tu vois. C'est ok, tu vas faire un événement à l'Asso Queer. Ok, vas-y, go. Moi, je suis d'accord pour me faire tatouer par toi, quoi. Et du coup, comment tu te ressources avec tout ça? Beaucoup par l'art. Du coup, le dessin, le carnet, comme je disais, voir mes amis aussi. Ouais. Et après, les petites séries là qui m'aident bien. On en reparle après des séries? Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Alors, je me suis questionnée super tard. Quand j'étais petite, j'ai rapidement compris que quand on était différent, il y avait le risque d'être rejeté. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, il y a beaucoup de choses qui se sont bloquées chez moi. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait vraiment consciemment. C'est juste des choses que j'ai un peu réprimées, mais sans en rendre compte, sans même savoir que c'était vraiment là. C'est juste mon cerveau qui a fait « Ok, on va bien rentrer dans le moule et se conformer ». Et aussi le fait d'être attiré par des hommes, c'était égal à être hétéro, en fait. Il n'y avait pas peut-être je suis bi ou pan, c'est j'aime les hommes, donc je suis hétéro. Genre, il n'y a pas de question. Aussi, je pense par le fait que dans les témoignages de personnes queer, la plupart du temps, les personnes le savent très tôt. Dès la primaire, dès mon enfance, je savais que j'avais cette attirance au fond de moi et tout ça. Et moi, pas du tout. Et du coup, je pense pendant longtemps, je me suis dit, si j'étais queer, je le saurais. Je le saurais déjà, je me serais déjà posé la question. Je sentirais que c'est ce que je suis depuis quasi toujours. Et c'était pas du tout le cas. Moi, c'est pareil. Hein. Enfin, ça a été très, très récent. J'en parle dans mon épisode. Mais en fait, c'est aussi ça. Enfin, tout est possible. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais dans un environnement où j'avais l'espace. Enfin, j'ai mes deux tontons, du coup, qui sont un couple gay et que j'ai toujours connu ensemble depuis ma naissance. Et du coup, je sais que je suis dans une famille qui est safe et j'avais l'espace, en fait. Donc, c'est vraiment, je pense, j'ai bloqué, mais de par la société, de manière générale. Mais j'aurais eu l'espace de regarder ça de plus près. Et par contre, j'ai toujours été intéressée par ces questions. Je me suis toujours intéressée aux témoignages, aux différentes histoires, aux expériences, aux enjeux du fait d'être queer et tout ça. C'est intéressant et c'est complètement fou à quel point on se ressemble en fait. Oui, c'est vrai. Mais quand j'ai écouté ton épisode, j'étais là, mais waouh, c'est trop moi. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que aujourd'hui tu te considères comme queer? En fait, en 2021, j'ai fait un service civique dans 2 associations. Une, c'était un mouvement d'éducation populaire. J'étais à mi-temps dans chaque. Et l'autre, c'était une asso queer. Et du coup, j'étais au pôle des discriminations dans l'association d'éducation populaire. Et du coup, j'avais l'occasion de faire des interventions sur ces questions-là, sur la sexualité, le consentement de manière générale. D'ailleurs, c'était super intéressant. Et du coup, dans l'asso queer, qui est dans la grande ville à côté de chez moi,
y avait des groupes d'écoute et de parole. Ouais. Et je faisais aussi des interventions avec cette association-là. Et en fait, c'est en étant dans ces espaces-là, entourée de personnes queer, dans ces groupes de parole, dans ces conviviales, que en fait, j'ai réalisé que je m'étais jamais laissé la possibilité de me questionner. Que la porte, elle avait toujours été fermée, dès petite, et que je m'étais jamais laissé l'espace de me dire « Ah, mais en fait, est-ce que je suis vraiment hétéro ?» En tout cas, j'ai le droit de me questionner. Bien sûr. Et avant, c'était vraiment fermé. Et moi, quand mon cerveau, il est très carré, très rangé. Et du coup, quand un truc est fermé, il est fermé, quoi. Il n'existe pas. Et du coup, là, vraiment, d'être entourée de personnes queer, j'ai fait « Ah, mais j'ai le droit de me poser la question. Cette porte, je peux l'entrouvrir et voir s'il y a quelque chose qui se passe, quoi. » Ouais. Et du coup, ça a été le début de mon coming in, de laisser cette porte s'ouvrir et de voir ce qu'en ressortait. Et je pense que j'ai mis autant de temps aussi à me questionner de par la demisexualité. Parce que les deux sont très intriqués, en tout cas dans mon expérience et mon vécu. En fait, pour les personnes qui écoutent, demisexualité, ça veut dire... pour moi, parce que je le suis aussi, je ne peux pas avoir de plan cul ou de coup d'un soir, en fait. Ou même si j'en ai, je vais imaginer une relation derrière. Mais je ne peux pas faire du cul pour du cul, quoi. Est-ce que c'est ce que tu ressens ? Oui, je dirais le fait, pour avoir une attirance sexuelle, de devoir créer un lien émotionnel fort avec une personne. Ça, ouais. Et vraiment un engagement, des sentiments amoureux réciproques et... presque un couple engagé, quoi, pour pouvoir faire du sexe. J'ai une métaphore que j'ai trouvée il y a quelques mois. En gros, quand je rencontre une personne, soit il y a une première marche d'escalier qui apparaît, soit rien. Donc je rencontre une personne, il n'y a rien qui apparaît. Donc juste amitié platonique, si on s'entend bien et tout ça. Okay. Sinon, s'il y a une marche qui apparaît, je vois qu'une seule marche. Je vois pas le reste de l'escalier, il y a vraiment juste cette marche-là. Et c'est la marche du potentiel romantique. Quand je rencontre cette personne, je vais me dire, tiens, il y a un potentiel là. Je vais sentir qu'il y a potentiellement des sentiments amoureux qui pourraient arriver si j'apprends à la connaître. Du coup, une fois que j'apprends à connaître cette personne, soit je développe pas de sentiments amoureux et du coup, ça reste platonique et amical. Ouais. Soit du coup, je développe des sentiments amoureux et donc là, je me retrouve sur la marche de l'attirance romantique. Ça y est, j'ai une attirance romantique pour cette personne, j'ai des sentiments amoureux. Et une fois que je suis sur une marche, je vois celle d'après. Mais que quand je suis dessus. Oui. Donc là, j'ai des sentiments et je vois celle d'après qui est l'attirance sensuelle. Ouais. Donc plus dans le sens faire des câlins, se tenir la main, s'embrasser. Donc je suis pas encore du tout asexuelle, c'est vraiment sensuel, le tactile, quoi. Ouais. Et donc, si les sentiments sont réciproques et qu'on passe le cap de s'embrasser et tout ça, et après, du coup, je me retrouve sur cette marche de l'attirance sensuelle et je vois la prochaine, qui est l'attirance sexuelle. Wow. Et donc là, si on s'est embrassé avec la personne et que les sentiments sont réciproques, qu'on est amoureux, amoureuse, et qu'on est en couple, je pense aussi que j'ai besoin quand même de cet engagement, d'être sûre que la personne, c'est sincère aussi chez elle, ce qu'elle ressent pour moi. Et là, du coup, il va y avoir la marge d'attirance sexuelle que je vais pouvoir aller dessus avec la personne, quoi. Mais vraiment, c'est progressif. Je vois pas le reste de l'escalier tant que j'ai pas franchi le début. Je suis fascinée. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est tellement bien expliqué. On va écrire ça comme définition de la demisexualité pour toi, en tout cas. Mais et certainement pour plein d'autres gens. Enfin, c'est incroyable. C'est l'escalier de la demisexualité, quoi. C'est ça. C'est trop bien. Du coup, oui, sur le fait que les deux sont intriqués pour moi, c'est que vu que la porte était fermée, j'ai pas pu ressentir de sentiments amoureux pour une personne qui se définissait pas comme un homme. Ouais. Vu que c'était complètement fermé à ma vision, j'ai relationné et eu des sentiments et des attirances que pour des hommes. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi cette question de je me sentais pas légitime à me considérer comme queer aussi, parce que je me disais, j'ai jamais eu de sentiment pour une personne qui se considérait pas comme un homme. Du coup, est-ce que c'est vraiment ce que je suis ou pas ? Est-ce que je me sens légitime à utiliser ces termes si au final c'est pas le cas ? Donc il y a eu un peu aussi tout ce chemin de se sentir légitime, de s'approprier des termes. Ouais.
Et donc oui, je pense que la demisexualité a fait que ça a retardé mes questionnements pan, parce que si quand je rencontrais une personne, je pouvais directement avoir une attirance, ben, j'aurais certainement compris plus tôt du coup que j'étais pan. Mais vu que là c'est pas le cas, il faut que j'ai des sentiments pour la personne, et on tombe pas non plus amoureuse tous les 4 matins, quoi. Et vu que de toute façon la porte était fermée à être attirée par des personnes qui n'étaient pas des hommes, du coup ça a été complètement occulté. Et du coup là, une fois que la porte était ouverte pendant le service civique, j'ai pu me questionner sur tout ça. Donc je suis passée par ces phases de je pense que je suis pan, mais en même temps, est-ce que je suis légitime vu que j'ai jamais eu de sentiment pour une personne qui n'est pas un homme? Est-ce que c'est vraiment ce que je suis ou pas? Enfin, beaucoup de doutes. Je pense que c'est aussi quelque chose des fois dont on parle pas assez, que c'est ok d'avoir des doutes. Bien sûr. C'est ok de se mettre un terme d'abord et après de se dire c'est peut-être plus celui-là au final qui matcherait comment je me sens. Enfin, c'est ok de se tromper, d'au final choisir un mot différent parce qu'il résonne plus à ce moment-là de notre vie, et de douter en fait, et de pas juste savoir, se réveiller un matin, je suis queer, quoi. Carrément. C'est pour ça aussi qu'on parle toujours dans le podcast de en ce moment. Oui. Ouais. Et ça, c'est important, je trouve. Mais oui, et puis t'as le droit au doute, t'as le droit de pas te sentir légitime, t'as le droit. Enfin, c'est super ok, quoi. Et je dirais, en regardant en arrière, je dirais que j'ai vu cette marche pour des personnes qui n'étaient pas des hommes, pour des femmes, pour des personnes non-binaires, je l'ai vue, mais je l'ai confondue, vu que la porte était fermée, je l'ai confondue pour de l'admiration un peu. Oui. Où en fait, c'est est-ce que je suis attirée par cette personne romantiquement? Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Alors, je l'ai confondue avec cette personne, je kiffe son énergie, sa façon d'être, j'aimerais être plus comme elle, je l'admire. Oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de super dur. Peut-être que du coup, en tant que personne demi aussi, ou vraiment, comment je sais si je suis attirée par cette personne, j'ai envie d'être avec elle, ou juste j'aimerais être cette personne limite, quoi. Être plus comme elle, avoir des traits qui me plaisent chez elle, que je l'admire. C'est super compliqué, c'est super flou, je trouve. Carrément. Et moi aussi, j'étais déjà intéressée par tous ces sujets LGBTQIA+, avant de me reconnaître aussi. Et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, ça. Est-ce que je suis attirée ou est-ce que je veux être comme... Et c'est vraiment... on n'est pas les seuls au monde, hein, vraiment. C'est rassurant. Oui. Et ça, c'est une question que je me suis jamais posée pour les hommes, aussi parce que je me définis pas comme un homme. Vu que je me définis comme une femme, c'était logique que ce que je ressentais pour ces hommes-là, c'était une attirance et pas l'envie d'être un peu plus comme eux. Ouais. Mais du coup, pour des personnes qui ont un genre différent, là, c'est pas pareil. Du coup, il y a ce flou-là de est-ce que c'est de l'attirance ou est-ce que genre juste l'énergie est incroyable et j'aimerais être plus comme cette personne. Est-ce qu'il y a eu un événement où il y a une prise de conscience ou c'est tout doucement que tu as trouvé que le mot pan allait sur ta situation? Je pense que le mot bi a jamais complètement résonné dans mon questionnement. Aussi parce que dans le mot pan, je trouve on peut retrouver ce côté demisexuel aussi, dans le sens où c'est vraiment une personne par laquelle on va être attiré et pas un genre ou des genres. Ouais, tout à fait. Et du coup, je retrouvais ce truc-là dans le terme pan de c'est vraiment une personne, pas son genre, juste la personne. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, carrément. Et puis c'est cohérent par rapport aussi à ce que tu disais sur tes valeurs au tout début, quoi. En fait, dans ta lutte contre les discrits aussi, qui s'est ancré chez toi, et de voir les gens comme des personnes toutes différentes, ça inclut que non, c'est pas des femmes ou des hommes, mais c'est juste une âme et un corps, quoi. Enfin, oui. Voilà. Du coup, je considère que je suis en fin de coming in. Je suis pas loin de me définir enfin comme pan. Demisexuelle, je pense que au début, j'hésitais. Je savais pas trop. Aussi parce qu'il y avait beaucoup de définitions où j'avais l'impression qu'il fallait... Mais ça, c'est parce que je l'avais mal compris aussi, ce que c'était la sexualité à la base. C'est tout un spectre, en fait. Et du coup, j'avais l'impression que pour se considérer comme demisexuel, vu que ça fait partie du spectre asexuel, fallait pas plus que ça être intéressé par la sexualité. Ça, du coup, c'était mes préjugés au tout début, quand je connaissais pas bien ce que c'était la sexualité, ce que c'était la demisexualité. Et je me disais, moi, en soi, j'apprécie le sexe, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais juste avec une personne que j'aime, qui m'aime, et on a un engagement et un lien ensemble, quoi. Ouais. Et si ça peut aider des personnes aussi de mieux comprendre
ce que c'est la demisexualité. Et ouais, je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est hyper clair. Okay. Pour moi, c'est très clair. Et vu cette situation qui est nouvelle pour toi, est-ce que tu as eu l'occasion de faire déjà un ou plusieurs coming out? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un ou plusieurs positifs? Oui, j'ai de la chance d'avoir un entourage très queer. J'ai beaucoup d'amis queer. En fait, c'est plus qu'à l'amis ne sont pas queer. Et du coup, ils m'ont un peu suivi tous dans ces questionnements-là. Donc, ça n'a pas été un coming out en soi, genre l'annonce. Mais c'était de temps en temps dire tiens, par exemple, pour l'escalier, c'est quelque chose que je leur avais partagé quand j'avais trouvé cette métaphore que je trouvais juste. Et même mes questionnements au tout début de mon coming in, c'est quelque chose qu'ils ont un peu suivi. Et après, sinon, y a ma maman. Où au tout début de mon coming in, je lui avais dit je suis pas sûre, mais je crois que j'aime une personne en fait, et quel que soit son genre. Et elle m'avait dit que c'était pas étonnant au vu de la personne que je suis, de ma personnalité, de ma façon d'être, que elle était pas très surprise. Et ouais, et que l'important c'était que j'étais heureuse et épanouie dans la relation, quel que soit le genre de la personne en gros. Trop bien. Mais du coup, je sens que ces dernières semaines, ça a pas mal bougé et je trouve davantage cette légitimité de me considérer comme queer. Là où avant, j'osais pas. Je pense que j'avais peur aussi en m'appropriant un terme, si c'était pas le cas, de donner, du coup, en donnant mon histoire et mon expérience, si au final c'était pas ça ce que j'étais, que ça donne une fausse image de ce terme à d'autres personnes. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive que tu as ou que tu as eue? Je peux pas en choisir une seule. Ouais, vas-y. Parce que j'ai des super amitiés avec des gens incroyables autour de moi, d'avoir des personnes queer, du coup aussi des espaces safe autour de moi. Et c'est des amitiés où il y a vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, et où on respecte les limites et les besoins de chacun, et on se laisse l'espace de les poser aussi, ce qui est assez rare en soi. J'ai le sentiment que c'est assez rare, en tout cas dans l'expérience de d'autres amitiés que j'ai pu avoir, c'était pas forcément le cas. Et du coup là, ça fait vraiment du bien de sentir qu'on peut être soit à 100%, qu'on peut dire les choses et qu'on sera entendu, compris, ou même si la personne comprend pas, en fait elle l'accueille quand même, et on respecte vraiment les limites de chacun. Ça c'est chacune, et ça c'est vraiment précieux. C'est hyper précieux et c'est pas commun, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression. Oui, totalement. On leur fait des bisous? Oui, plein de bisous. Merci beaucoup d'être dans ma vie. Est-ce que tu as une histoire en lien avec le monde du travail, avec ta queerness, qui soit positive? Du coup, j'ai jamais été out dans un travail. Là, du coup, vu que je suis en fin de questionnement et que je me mets pas encore complètement ce terme-là, et je sais pas si au travail c'est une volonté que j'aurais. Peut-être si j'ai quelqu'un dans ma vie et que du coup c'est une relation queer, je m'empêcherai pas de dire ma copine ou mon copain, enfin peu importe. Donc ce sera une sorte de coming out à ce moment-là. Mais ce que je peux dire, c'est que du coup durant le service civique, déjà c'était un espace super safe dans l'association queer, bien évidemment, mais aussi dans le mouvement d'éducation populaire, cet asso-là, où il y avait ce pôle des discriminations, il y avait vraiment cet espace pour être pleinement soi, et c'était pas un sujet, quoi. Et c'était safe, et il y allait avoir de la bienveillance et aucune... c'était même pas une question, c'est normal, quoi. Et donc ça fait du bien, donc ça existe, les beaux endroits comme ça. As-tu, Amélie, un message positif à nous faire passer? J'en aurais 2. Déjà, tout l'épisode est un message positif, qu'on s'entende bien. On t'écoute. Le premier, c'est que... Alors déjà, je te remercie de faire ce podcast et de montrer le côté positif, parce que c'est... Souvent, quand on parle des enjeux queer, forcément, on dénonce ce qui déconne, ce qui ne va pas, mais
peut-être qu'on fait pas assez souvent l'inverse, de montrer à quel point ça peut être joyeux d'être queer en fait. Et moi, être dans cette découverte, de me découvrir pan, demi, de me découvrir queer, je ressens beaucoup de joie. Et c'est super euphorisant et super empouvoirant. Et je le vis pas du tout négativement, même si j'ai conscience de la société dans laquelle on est et du coup des problèmes que ça peut engendrer. Mais vraiment, le premier message, je voulais vraiment que ce soit de parler de cette joie d'être queer et à quel point c'est chouette, à quel point c'est beau. Et ouais, ça me paraissait super important. Merci beaucoup. Je vais pas pleurer. C'est pour ça que le podcast est trop chouette. C'est vraiment mettre en avant la joie queer. C'est ça. Et du coup, le second message serait soyez pleinement vous-même dans votre queerness, mais aussi dans tous les autres aspects de votre vie. Osez être votre vous authentique. Osez briller. En fait, laissez cette lumière à l'intérieur de vous rayonner. Ça fait tellement de bien déjà à soi, mais aussi ça apporte tellement aux autres de propager cette joie-là, d'incarner notre originalité, de montrer ce qui fait qu'on est unique, être authentique, être sincère. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle la lumière des gens, mais ça fait vraiment trop du bien. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que c'est chouette! Oui. Qu'est-ce que ça fait se sentir puissante? Ouais, vraiment. Osez. Osez, et votre différence et votre unicité, elle est belle. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des ressources, des livres, vidéos, podcasts, comptes Insta à nous recommander qui soient queer et positifs? Oui. Alors en premier, je vais essayer de ne pas redire des séries qui ont déjà été données, parce qu'il y a des séries incroyables quand même. Donc j'ai essayé de faire attention à pas redire... C'est très gentil. Parce que j'ai une grosse liste en fait, et ça c'est super. C'est cette bibliothèque que je suis en train de constituer de toutes les recommandations qu'on a. Franchement, là, on est à 93 recommandations culturelles positives queer. Du coup, je suis hyper contente, et que ce soit des livres, des films. Dans l'épisode de l'IA, c'est aussi des lieux, et ça, j'adore. Ça va être des organisations, des collectifs. Enfin, vraiment, il y a de tout, des sites internet, des chaînes YouTube, même des choses qui sont introuvables. Et comme Arsène qui nous avait envoyé un livre, une fanfiction, je crois, mais qui n'est plus disponible. C'est pas grave, on le met. Et en fait, tout ça, c'est très, très, très précieux. Et tout ça, je le mets sur Insta pour aller piocher dedans dès que c'est possible, quoi. Merci d'avoir fait ce travail-là, de regarder ce qui n'était pas dedans. Enfin, en plus, tu n'avais pas cette liste, donc vraiment incroyable. Dans les épisodes que j'ai écoutés, j'ai essayé de faire attention de ne pas redire. Tu me dis si jamais il y en a un qui était... Non, mais dans toutes les descriptions, à chaque fois, j'essaye de mettre le plus possible, et du coup, c'est trop bien. Merci beaucoup. Vas-y, je t'écoute. Du coup, en termes de musique française, il y a Carla de Coignac. Oh, je connais pas du tout. Elle est trop chouette, elle a une voix magnifique. Et elle a fait une chanson qui s'appelle Les filles, si je ne me trompe pas. Okay. Et la vibe est trop chouette. Et souvent, elle a une musicalité très intéressante au niveau des rythmes et tout. Sa voix est vraiment très, très belle. Et voilà, j'aime beaucoup. Ouais. Et après, sinon, ça va être en anglais. Ouais. Mais queer. Forcément, il y a Chappell Roan. Oui. Rowan, je sais pas trop comment on dit. Chappell Roan. Rowan, je crois. Ouais. Ouais. Et du coup, qui est drag queen. Oui. Qui est une femme cis drag queen, lesbienne, il me semble. Oui. Et vraiment, ses musiques sont incroyables. Incroyables. Et beaucoup sur le côté queer de sa vie. Carrément. Après, il y a Josh Taylor, Don't Forget the Tea. Oui. Et où, en gros, il dit à quel point être queer, c'est beau. Et qu'il ne faut jamais oublier le T dans LGBT aussi. Important comme message. Oui. Après, il y a Beth McCarthy. Oh oui. Tu la connais? Elle est trop chouette. Alors, attends, mais hier soir, on était en train de chanter ça dans la voiture à fond avec Lisa. Oui. Goodbye. Oui. Voilà, notamment cette chanson, l'hymne bi. Ouais, incroyable. Vraiment trop chouette. Ah, on l'adore. Donc la chanson c'est Goodbye et BI du coup. Elle est trop stylée, elle a les cheveux roses aussi comme toi. Elle est trop cool et je la regarde beaucoup sur Insta et vraiment l'interaction aussi qu'elle a avec le public et tout, c'est trop intéressant quoi. Oui.
Elle est trop mimi. Oui. Merci d'en parler. Après, en termes de séries, Ouais. y a Hartley, Cœur à vif. Je sais pas si tu connais. Alors, c'était quand j'étais gamine, ça passait à la télé, ça. Oui, ils ont fait une nouvelle série sur Netflix. Ok. Là, il y a 2 saisons. Ok. Bon, il y a des fois où ça aborde des sujets un peu plus durs, donc il faut le savoir quand on regarde la série. Ok. Un peu comme Heartstopper, où des fois, il peut y avoir des choses un peu plus dures. Ouais. Mais là, Hartley, Cœur à vif, il y a aussi... c'est un peu décalé, il y a beaucoup d'humour. Et vraiment, il y a aussi de la représentativité, mais pas seulement sur la queerness. Il y a aussi notamment un personnage qui est autistique. Ok. Et c'est super bien représenté. L'actrice est autiste elle-même. Oh, je dis super. autistique parce que c'est en anglais, désolée. C'est pas grave. Et vraiment, et c'est trop chouette aussi de parler de ces sujets qui sont souvent trop mis de côté. Oui. Et d'avoir une représentation qui est fidèle à la réalité et qui est faite par une personne concernée, en fait. Non, mais c'est trop important de prendre les acteurs concernés, merci. Mais oui. Ok, ouais, trop bien. Mais je cherchais une série là actuellement. Trop bien, parfait, merci. Ah ben fonce. Ok. Après, il y a La loi de la plus forte. Ok. C'est sur une femme grosse dans le milieu de la mode. Ok. Une styliste. Et elle a une amie qui est queer, qui découvre un peu sa queerness. Je veux pas trop spoiler non plus. Ok. Donc là, c'était plus aussi sur le volet être une femme grosse. Ouais. Et c'est super drôle. Ok. Vraiment, les personnages sont décalés. C'est vraiment, tu ris. C'est incroyable, cette série. J'ai adoré. Tu l'as sur quelle plateforme, ça ? Netflix aussi. Aussi, ok. Après, il y a Glamorous. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Sur Netflix aussi, où c'est une personne qui travaille dans le milieu du maquillage. Ok. Qui a beaucoup d'ambition et qui est queer. Okay. Mais qui va aussi faire des découvertes sur je veux pas spoiler. Ce personnage va découvrir un peu plus sa queerness. Oui, d'autres questionnements sur sa queerness, en tout cas. Okay. Et c'est super sympa. Et vraiment, il y a aussi d'autres représentativités queer intéressantes. Trop bien. Je pense que je l'ai vu passer, mais j'ai pas cliqué. Ok. Après, j'ai mis Sabrina. Je sais pas trop si ça rentre dedans. Si toi, tu le considères comme queer positif, oui. Comme Christine, par exemple, nous avait dit le cercle des poètes disparus, c'est pas queer positif de base, tu vois. C'est considéré comme un drame en plus. Mais en fait, elle y voit ça dedans. Donc, je prends, en fait. Et Sabrina... Sabrina, oui, sur Netflix. Ok. Mais tu sais, Sabrina... alors, du coup, sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, mais à la base, c'était l'apprentie sorcière. Oui, c'est ça. Voilà. Avec le chat et tout. Oui. Trop bien. Et cette série est incroyable. Déjà, des sorcières. Oui, donc déjà. On adore. Et il y a aussi des réflexions féministes par moment qui arrivent aussi beaucoup vers la fin des saisons, je trouve. Après, forcément, c'est une série plus sur la sorcellerie et tout ça, les pouvoirs. Ouais. Mais il y a aussi des représentativités queer qui font du bien. Ouais. Okay. C'est pas le cœur du truc, par contre. Si vous voulez une série vraiment queer, c'est pas forcément une série qu'il faut regarder. Mais si vous aimez les sorcières et tout cet univers, voilà. C'est ça, c'est pas le sujet, mais ça en fait partie, c'est ça qu'on Ouais. By the way, dans quelques jours, Queer Eye revient. Attention. J'ai jamais regardé. Si tu peux, vas-y. Mais par contre, je te conseille un épisode après l'autre. Essaye de pas les enchaîner parce que c'est émotivement très fort. Ah, ouais, voilà. ok. Enfin, moi, je prends beaucoup. C'est bon à savoir. Ouais. Encore ? Oui. Oh. Tu sais, j'en ai trop. Non, jamais trop. Après, en livre, du coup, plus sur l'aspect féministe, il y a les BD Culottés 1 et 2 de Pénélope Bagieux, qui reprend l'histoire de femmes fortes dans l'histoire qu'on a oubliée, parce que les femmes ont été effacées. Oui. D'ailleurs, les femmes oubliées de Titu Lecoq. Oui. Voilà. Mais vraiment une très bonne BD pour connaître un peu les femmes fortes dans notre histoire. Oui. Et il y a Peau d'homme d'Hubert et Zanzime, si je ne me trompe pas. Oui. Du coup, réseaux sociaux. Ouais. Lou Trottignon. Oui. Il avait déjà été dit. Non, on l'adore. Ouais. Incroyable. Oui. Trop drôle. Oui. Et militant de ouf. Et waouh. Je devais aller le voir, Lou Trottignon, à Paris. Et il jouait à la Nouvelle Scène. Et en fait, la Nouvelle Scène n'est pas accessible. Oh. Et du coup, ça a été des échanges hardcore avec les gens de la Nouvelle Scène, sans passer par lui, pas du tout. Mais du coup, en fait, j'ai acheté des places.
j'envoie un message en disant est-ce que vous êtes bien accessible après avoir acheté les places, et en disant je peux marcher quelques pas, mais comment ça se passe quoi. Et là les gens ils m'ont dit ils m'ont remboursé les places directement, ils ont dit on n'est pas accessible, au revoir quoi. Oh super. What? Sans lire ce que j'avais écrit, je dois passer super génial. Donc j'ai toujours pas vu l'Outre-Ottignon quoi. Catastrophique. Ouais, je suis bien deg. J'espère qu'il va repasser pas loin d'ici, que je puisse aller le voir. Après, il y a... alors, il faut comprendre l'anglais, mais Capri Campo. Oui. Moi, je la suis sur TikTok, mais je pense qu'elle a un compte Insta aussi. Et elle parle très souvent du fait d'être bi et justement des préjugés et du fait de se sentir légitime, même si on n'a jamais relationné avec des personnes du genre opposé ou de d'autres genres que... non, du même genre du coup. Vraiment, elle est super good vibe et voilà, elle parle de sa bisexualité et en y mettant plein de positifs et en cassant les idées reçues. J'aime beaucoup. Mais il faut comprendre l'anglais par contre. Okay. Et sinon, en français, il y a Marie Kay. Ok. Je pense que tu as déjà vu la voir passer. Ok. Mais qui fait pas mal de contenu aussi autour du féminisme, de la sexualité, du consentement, enfin de plein de choses. Et qui est en relation avec Isaline, qui tient aussi un compte Insta. Elles ont un podcast toutes les deux. Ok. Elle est thérapeute. Elle fait plus du contenu sur la santé mentale et tout ça. Aussi sur la queerness, ça arrive, mais... Trop bien. Et j'ai gardé le best pour la fin. Alok V. Menon. Alors, Yel est incroyable. Par contre, il faut comprendre l'anglais aussi. Ok. Désolée. Mais Yel est à la fois poète, poétesse, humoriste, auteur et Yel a vraiment un style incroyable. Et c'est une des premières personnes où vraiment tu te dis waouh, cette personne elle ose, mais alors moi aussi je peux. Yel a toujours vraiment des tenues, des make-up, des bijoux, waouh. Les cheveux colorés aussi. Trop bien. Et vraiment incroyable. Et je sais qu'il y a une de ces interviews que j'avais beaucoup aimée où en gros Yel avait expliqué que Yel marchait dans la rue et forcément avec toujours ses belles tenues et tout. Et une personne l'avait arrêtée pour lui demander vous allez quelque part, vous allez à une fête, à une cérémonie, pourquoi vous êtes... Et elle avait répondu la vie est une fête. Et c'est pour ça que chaque jour, en fait, je célèbre le fait d'être en vie et je porte des choses que j'adore et qui me font rayonner. Et j'avais trouvé ça tellement fort et super chouette. Cool. Dis donc. Il y a aussi une fois où Yel avait une analyse que je trouvais super intéressante quand Yel avait fait un podcast, je me souviens plus le nom. Sur le fait de pourquoi les personnes queer se prennent autant de haine de la part des personnes cis-het, du coup. Et c'était sur le fait que, en gros, nous, on ose être pleinement nous-mêmes. On réprime aucune partie de nous, même si la société nous enseigne de le faire. Et en fait, les personnes cis-het, elles ont réprimé toutes ces parties d'elles qui sortaient un petit peu de la norme. Et du coup, elles sont dans cette souffrance de pas être pleinement elles-mêmes, de se brider pour répondre aux normes sociétales. Et en fait, Yel disait, c'est pour ça qu'ils nous donnent autant de haine, ces personnes-là, c'est qu'en fait, ils sont jaloux, ils sont envieux que nous, on ose être nous-mêmes authentiquement et pleinement et librement. Et on se met aucune barrière et les normes sociétales, on les emmerde. Ouais, c'est clair. Sans généraliser, machin, il y a des personnes cis très heureuses et tant mieux pour ces personnes-là. Mais ouais, je suis d'accord, carrément. En tout cas, celles qui donnent de la haine, bien sûr. Bien sûr, celles qui donnent de la haine, bien sûr. Ça renvoie chez... ça réveille chez elles, de toute façon. C'est... Dans l'épisode de Lia, elle dit « N'en déplaise à nos détractrices ». Et tu vois, j'adore leur renvoyer détractrices. Oui. Vraiment ça. Est-ce que tu as fini cette incroyable liste? Ok, merci. Notre dernière question, ça va être merci à un ou une inconnue. Oui. J'ai essayé de revoir ces dernières années là où il y a des inconnus qui m'avaient marquée. Et ce qui m'est venu en tête, c'est les personnes que je connais absolument pas, que je croise et qui m'arrêtent pour me dire j'adore votre tenue, ou j'adore votre maquillage, ou j'adore vos bijoux, comme là les oreilles d'elfe que j'ai. Et vraiment, ces personnes, je pense, elles réalisent pas à quel point ça me donne de la force et de la puissance de recevoir ça, à quel point ça me met en joie de me dire « Oh, merci,
c'est trop sympa, j'adore. Et vraiment, ça donne un sentiment incroyable. Et j'espère qu'elles ressentent aussi la joie que ça me procure et qu'ils en profitent. Mais vraiment, complimentez les gens quand vous trouvez leurs cheveux ou leurs bijoux, ou leur tenue, ou leur make-up trop cool, leurs chaussures, peu importe. Si vous trouvez un truc trop cool, n'hésitez pas. Si vous voyez que ça va pas déranger la personne, qu'elle n'est pas en train de faire un truc, mais vraiment oser complimenter parce que ça donne tellement de force et ça fait tellement du bien. Oui, et puis ça se voit que en fait, tu l'as fait, tu as fait un effort pour le faire, ou un plaisir pour le faire, mais c'est pas quelque chose qui est commun et du coup, c'est carrément agréable, quoi. Ça me refait penser à ma copine Margot qui avait été complimentée aussi dans la rue et c'est pas du harcèlement de rue, ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très positif et très, très doux, quoi. Merci. Je sais pas à quel point... Enfin, j'ai l'impression de dire ça à chaque fin d'épisode, mais je sais pas à quel point te dire merci, Amélie. Enfin, c'est fou ce qui vient de se passer. J'ai l'impression en plus qu'on s'est plus rencontrés aussi dans cet échange. Et ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup à toi, ça m'a fait trop trop plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur le compte etc. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Si Insta c'est pas votre truc, vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description podcast.etc@gmail.com. À bientôt j'espère.